Alors on va démarrer tout de suite avec vous, Clara Guémard. On parle beaucoup. Il y a un mot qu'on n'a pas beaucoup entendu ce soir, c'est l'histoire de transformation numérique, de transition digitale, de mutation digitale. Aujourd'hui, lorsqu'on entend, là, on a entendu le monde de l'assurance, mais lorsqu'on a des groupes, vous dirigez le groupe de General Electric France. Est-ce que quand on est un industriel solidement ancré dans voilà, pas mal de piliers technologiques, d'innovation, est-ce que vous sentez, même à votre niveau, cette transformation numérique qui arrive dans par rapport à General Electric? Alors d'abord, je vais peut-être faire... je vais redescendre de plusieurs étages, hein, parce qu'on a volé très très haut avec Jérémy Rifkin dans un monde un peu de science-fiction. Hein. Il me fait penser à ces futuristes qui imaginaient qu'on allait tous voler dans des avions personnels dans les années 70. Donc, l'intérêt de la vision de Jérémy Rifkin, c'est qu'il extrapole des réalités qui commencent à exister, mais l'extrapolation, on le sait très bien, ne s'est jamais réalisée. Mais en tout cas, c'est intéressant à ce point de vue. C'est d'autant plus intéressant que... Quand vous écoutez aujourd'hui les économistes qui expliquent que la productivité baisse et que la croissance, qu'on est dans une décennie perdue, quand vous entendez aussi certains économistes qui expliquent que l'innovation, qu'il n'y a pas eu d'innovation de rupture et qu'on n'est que dans une innovation incrémentale et que donc notre économie va être mal en point pendant les années qui viennent, quand on a un certain nombre d'analystes qui vous expliquent que le capitalisme va mourir, comme le dit Jérémy Rifkin, et d'autres qui expliquent qu'au contraire, le capitalisme n'a jamais été aussi puissant parce que c'est les grandes entreprises comme Google, etc., qui gagnent des fortunes. Je pense que n'importe qui il perd complètement son latin. Donc moi, je vais revenir à des basiques assez simples pour expliquer comment nous, industriels, nous vivons la technologie d'aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur le big data parce que ça, vous en entendez parler tout le temps, mais c'est vrai que l'information aujourd'hui va aller de façon exponentielle. Et donc toute la question de notre temps, c'est de savoir comment rendre lisible cette information qui dépasse très très largement nos capacités intellectuelles. Comment la rendre utilisable, lisible aux citoyens que nous sommes. Et dans l'industrie, la combinaison entre le big data, l'imprimante 3D, la robotique conduit effectivement à des progrès et des accélérations qu'on appelle l'Internet des objets, qu'on peut appeler l'Internet industriel, qui fait que les machines se parlent entre elles. Donc ce n'est plus simplement l'homme qui parle à l'ordinateur ou les hommes qui se parlent entre eux via les machines, mais ce sont les machines qui se parlent entre elles. Alors je vais vous donner 2 ou 3 exemples pour vous faire sentir de quoi il s'agit. Aujourd'hui, vous savez que chez General Electric, on fabrique des moteurs d'avion. La principale caractéristique d'un avion, c'est son poids. Donc on arrive aujourd'hui à fabriquer des pièces d'avion qui, grâce à l'imprimante 3D et grâce à la robotique, pèsent 10 fois moins lourd que les pièces antérieures, parce que la façon de le fabriquer dans l'imprimante 3D le permet. Et surtout, on fabrique des pièces d'avion qui sont bourrées d'informations et de data et qui permettent de dire quand elles ont besoin d'être réparées. Alors, déjà, vous voyez l'impact sur l'industrie. Mais l'impact, il est d'autant plus important que dans la maintenance des moteurs d'avion, vous savez, c'est des rendez-vous toutes les 20 000 heures, toutes les 100 000 heures, etc., pour aller arrêter un avion, pour regarder si le moteur fonctionne bien. Avec cette information de l'Internet des objets, ou l'Internet industriel, ou l'Internet of Things, ou le machine-to-machine, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, le fait que les machines elles-mêmes vont vous dire à quel moment elles ont besoin d'être réparées change complètement l'organisation de la maintenance, donc le business model. Je vais prendre un autre exemple qui vous est sans doute plus proche, la santé. À partir du moment où on a des objets qui ont la taille d'un téléphone portable qui vous permettent de faire de l'ultrason portable. Et ça a été inventé pour les pays
émergents en Chine, en Inde. C'est des petits outils qui permettent de faire du diagnostic à distance. D'abord, vous pouvez rester chez vous, mais non seulement vous pouvez rester chez vous pour faire le diagnostic, mais la machine va aussi surveiller que vous prenez bien vos médicaments, que vous vous soignez correctement. Et donc, on change là aussi l'organisation de la médecine. Et puis, on va plus loin. Au lieu de vendre à l'hôpital des machines qui coûtent extrêmement cher, d'IRM, de scanners, etc., et de vendre aussi les ordinateurs qui permettent de faire l'analyse de la data et donc de lire les images qui sont produites, on va vers le paiement par l'usage. Et donc, on change complètement, là aussi, le modèle industriel dans lequel on est en train de vivre. Donc, j'essaye simplement de vous faire toucher du doigt avec quelques exemples le fait que nous vivons effectivement une révolution industrielle avec la big data. Ce n'est pas parce que tout devient immatériel, c'est tout simplement parce qu'on met de l'intelligence dans les objets et qu'ils peuvent communiquer entre eux. Et puis si on va vers... vous avez tous aujourd'hui des objets connectés, des choses qui permettent de mesurer combien vous marchez, votre santé. Effectivement, c'est la dictature de la santé, j'en sais rien. Mais là aussi, il y a un impact direct sur la vie des gens quand vos équipements, par exemple la domotique, va vous permettre d'économiser de l'argent sur vos consommations d'énergie, etc. Et tout ça, encore une fois, va se traduire par une diminution du PIB, alors que pour vous, ça vous a fait gagner de l'argent. Mais ça veut dire que les modèles peuvent changer. Je reprends l'exemple juste des moteurs d'avion. Aujourd'hui, on a deux entreprises majeures qui font la maintenance des avions. C'est Air France Industrie, c'est la Lufthansa. Si on commence à avoir tous ces éléments, tous ces capteurs qui remontent des données, si Airbus récupère ces données, voire même vous, ça pourrait être Airbus, voire même vous, qui seriez la maintenance directe et que voilà, on laisse tomber les Air France Industrie et les Lufthansa et c'est vous qui allez récupérer cette partie de la maintenance. Alors, là, il y a une transformation. Vous touchez du doigt un élément qui est important, c'est que celui qui détient l'information détient en réalité aujourd'hui la valeur ajoutée. Mmh. Et donc ce que disait Jacques Attali tout à l'heure et qui était à mon avis un élément très important, c'est me semble-t-il, la prise de conscience un peu tardive, à la fois des citoyens que nous sommes, mais des politiques et des politiques européens, du fait qu'aujourd'hui nos informations vont tous dans un seul endroit qui s'appelle la Silicon Valley. C'est-à-dire que quand Uber vous propose une course en taxi, l'information, elle va aux États-Unis et elle revient et on sait très exactement où est-ce que vous allez, quand vous y allez, etc. Donc il y a un moment donné où effectivement va se poser la question de savoir si ce monopole de détention de la donnée n'est pas extrêmement dangereux pour nos libertés et pour la démocratie. Et puis sur le fait que nous risquons de devenir à terme, avec la digitalisation de l'économie, une terre de coûts. Et un centre de coûts, enfin l'Europe un centre de coûts, alors que la Silicon Valley deviendra un centre de profit. Donc oui, ce sont des questions majeures, parce que la valeur ajoutée n'est plus attachée simplement à la production d'un produit, mais à la fois à toute l'information qui va autour et l'intelligence qui va autour. On est passé d'une économie, on a eu 70 ans d'une économie où la croissance était le produire toujours plus, ou le servir toujours plus, à une économie qui devient une économie qui est totalement horizontale et qui est fondée sur le partage de la connaissance. Et celui qui sait le mieux utiliser les connaissances que les autres apportent est celui qui gagne. Ce n'est pas celui qui sait. C'est celui qui sait le mieux utiliser les connaissances que les autres lui apportent qui aujourd'hui gagne. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les grands champions qui sont en train d'émerger dans le digital. Et dans l'industrie, et l'industrie traditionnelle va être profondément transformée par cette... Enfin, est aujourd'hui totalement transformée par ce que nous appelons l'Internet industriel, mais qui permet... sans qu'on en sache aujourd'hui, c'est ça qui est important et que je pense qu'il faut que vous reteniez aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on n'en est vraiment qu'au balbutiement. Je vous donne quelques exemples, mais en réalité on ne sait pas vraiment
ce que va impliquer l'Internet des objets aujourd'hui, que ce soit dans l'industrie, dans les services, dans nos modes de consommation. On sait par exemple que le transport multimodal, ça sera dans pas longtemps, au lieu d'acheter un billet d'avion pour aller à Singapour, vous allez acheter un billet qui va vous emmener de chez vous jusqu'à l'hôtel. On sait que le digital a complètement transformé la façon dont on est hébergé avec les Airbnb et les modes collaboratifs. Donc tout ça, on le sait. Mais les grandes tendances, les grands changements dans l'industrie, on n'en est aujourd'hui qu'au balbutiement. Jean-Marc Daniel, une réaction par rapport à ce que vient de dire Claire Guémard. Oui. Justement, est-ce que c'est aux industriels de se transformer ou voilà, parce qu'on ne peut pas être attentiste. Non, je pense effectivement que les gains de productivité vont être construits autour de l'incorporation de l'information dans le processus industriel. Alors, la forme ultime de cette incorporation, c'est quand même la robotisation, l'automatisation absolue qui fait que la disparition de la force brutale est programmée dans l'activité industrielle. C'est-à-dire que le progrès technique a eu comme objectif sur le long terme de substituer progressivement de la force mécanique à la force humaine ou animale, et on arrive à cet élément de processus, au bout de ce processus. Je crois que ce qui est intéressant, c'est que non seulement on est en train de substituer de la capacité mécanique, technologique à de la force animale, mais maintenant c'est à l'intelligence humaine qu'on est en train de substituer de l'intelligence artificielle et de l'intelligence mécanique. Et donc, je pense que les secteurs qui vont être affectés par ça, ça va être effectivement l'automatisation avec des baisses de prix consécutives à ça, mais ça va être l'entrée justement dans ces domaines qui sont en monopole. On a parlé des monopoles, on a parlé de la Silicon Valley, de la mise en monopole. Il y a un véritable jeu en ce moment entre monopole et concurrence. C'est-à-dire il y a des secteurs qui à l'heure actuelle sont en situation de monopole qui vont exploser parce que l'Internet et le Big Data génèrent spontanément de la concurrence. On a parlé de l'assurance, on a parlé de la sécurité sociale. La sécurité sociale est un monopole qui est moribond, parce qu'il n'y a aucune raison pour que la sécurité sociale continue à jouer un rôle d'assurance. Alors on nous dit que ça assure de la sécurité, ça assure de la solidarité, mais il y a une logique d'assurance et une logique de solidarité. On assure des automobiles et on gère très bien les dossiers, et il ne viendrait jamais à l'idée de qui que ce soit de dire qu'on va moins bien rembourser les gens qui ont une Mercedes que les gens qui ont une Clio. Parce que ce sont deux logiques différentes. Vous avez une logique de solidarité, de transfert de revenus des gens riches vers les gens pauvres éventuellement, et puis vous avez une logique d'assurance. Et donc cette logique d'assurance, elle peut être prise en main directement par des éléments en termes de santé, et je pense que la capacité à traiter de l'information, la capacité à mettre en concurrence aussi les systèmes de santé, à partir du moment où on va pouvoir opérer les gens, un chirurgien pourra opérer quelqu'un à Paris depuis New York, et symétriquement, les systèmes de santé vont être même en concurrence. Et à partir de ce moment-là, les monopoles publics, puisque comme on l'a dit, les États ne sont pas mondialisés alors que les entreprises sont mondialisées, les monopoles publics n'étant pas en mesure de faire face au développement de concurrence qui leur sont extérieures, vont exploser. Le deuxième monopole public qui, à mon avis, va disparaître, c'est l'éducation. À l'heure actuelle, il n'y a aucune raison pour qu'un professeur échappe à la concurrence. Avec comme danger, le tout sera de savoir quelle sera la langue de la concurrence. Un des enjeux pour nos sociétés, c'est la langue de la concurrence mondialisée. Est-ce que ce sera l'anglais ou est-ce qu'il y aura la capacité des gens à générer des langues concurrentielles de l'anglais sur des produits qui sont des produits de niche? En face de ça, effectivement, apparaissent des monopoles. Et donc, un des enjeux politiques, c'est est-ce que le gouvernement américain, par exemple, aura le courage de faire non pas ce qu'a fait Roosevelt, mais ce qu'a fait Roosevelt. Il y a un Roosevelt qui a créé des monopoles, qui est très à la mode en ce moment, et puis il y a un Roosevelt qui a cassé Rockefeller, qui a cassé les monopoles de l'énergie, et qui a cassé les monopoles de l'industrie pétrolière, alors que quand Rockefeller est allé le voir, il lui dit « Mais écoutez, j'agis pour le bien de l'Amérique ». Et il a répondu, Roosevelt a répondu « Oui, mais moi j'agis pour le bien des Américains ». Et donc, le véritable enjeu, c'est effectivement, est-ce qu'il y a quelqu'un un jour qui va se faire Google ? Donc, ce ne sera probablement pas l'actuel président des États-Unis parce qu'il ne va plus rien faire, mais est-ce que le prochain aura le courage d'aborder ce problème, c'est-à-dire laisser faire en sorte que la concurrence se joue sur les endroits où, grâce à l'information, on va avoir plus de concurrence. C'est-à-dire, ça, c'est notre enjeu personnel, c'est-à-dire, est-ce qu'on va dissoudre l'éducation nationale, dissoudre la sécurité sociale, et est-ce que le président des États-Unis prochain va dissoudre Google? Je crois que ce sont là les trois enjeux sur lesquels nous sommes immédiatement confrontés. Il y a le Parlement européen, il y a un vote
jeudi pour justement voir si Google peut être scindé en deux. Alors, le vote sera sans doute oui, mais voilà. Oui, après, c'est quand même entre les mains du président des États-Unis. Voilà, l'impact sera un peu minime. Bon, après, c'est un peu pour accélérer les enquêtes autour des positions d'abus dominantes de Google. Clara Guémard, selon vous aujourd'hui, alors on parle beaucoup de ça, on le voit aujourd'hui, il y avait les histoires de Florange. Est-ce qu'on vit aujourd'hui une désindustrialisation ou plutôt une révolution du système de production, justement, avec le numérique? Comment vous le anticipez? Les deux. Les deux, oui, il y a effectivement un phénomène de désindustrialisation en France, que vous ne vivez pas en Allemagne. Donc j'allais dire, c'est malheureusement une particularité française qui est liée aussi à notre histoire. D'abord parce que nous ne sommes pas traditionnellement nous n'avons pas su créer une industrie de biens de production. Nous avons fabriqué des industries de biens de consommation, mais pas de biens de production. Donc l'Allemagne est l'Allemagne est la grande industrie du monde en réalité, qui fournit les machines pour l'industrie du monde. Donc tant que le monde construit des industries, l'Allemagne, les industries allemandes tournent, puisque c'est la machine, pour simplifier, la machine-outil l'Allemagne est la machine-outil du monde, ce qui n'est pas le cas de l'industrie française. Et puis il y a aussi le fait que nous avons fait des choix qui ont été pris il y a 15 ou 20 ans, d'aller fabriquer la nouvelle génération dans des pays émergents, et qui fait que les industries qui sont restées, vous savez, c'est comme un paquebot qui met du temps à échouer, donc les usines ferment 15 ans plus tard, à la suite d'une décision qui a été prise 15 ou 20 ans plus tôt de faire la nouvelle génération dans les pays émergents. Mais je mets ça à part parce que c'est pas le sujet du jour sur les conséquences d'Internet sur l'industrie. En revanche, on vit effectivement une nouvelle révolution industrielle qui est liée au fait que on a des atouts en France. On a c'est les atouts qu'on répète souvent, mais on a, quand vous regardez dans le secteur de l'aéronautique ou dans le secteur de l'énergie ou de la santé, on a des champions mondiaux qui définissent les standards internationaux. On a su conserver des clusters, on a des centres de recherche publics et privés qui sont de qualité, on a des ingénieurs et des chercheurs que le monde entier nous envie. Et il se trouve que cette rencontre entre les secteurs et le digital nous permet aujourd'hui d'avoir une forme de leadership. Quand vous allez aux grands salons du digital qui ont lieu à Seattle ou à Las Vegas, le premier pays, et de loin, c'est bien sûr les États-Unis, mais le deuxième pays qui expose, où il y a des entreprises qui exposent, et de loin, c'est la France. Bien avant l'Allemagne, bien avant le Japon, bien avant... après, il y a Israël derrière. Mais ce qui prouve bien qu'on a en France une combinaison de savoir-faire entre les chercheurs mathématiques, les chercheurs des sciences, les ingénieurs et les chercheurs dans les sciences biomédicales, etc., qui nous donne une capacité de longueur d'avance sur cette nouvelle industrie. Ce qu'il faut réussir, c'est réussir à transformer, accompagner ces petites entreprises, toutes celles qu'on va découvrir aussi au CES à Las Vegas là, au mois de janvier. Oui, absolument. Vous êtes président d'un groupe américain mais assez important en France. Mais est-ce que c'est le rôle des grands industriels justement d'accompagner ces c'est bien sûr ces le rôle. pousses, C'est bien sûr le rôle des grandes entreprises, quelle que soit leur nationalité. Non, pas simplement de les accompagner, mais d'en fait d'être leurs clients. Parce que moi, je n'aime pas du tout cette opposition entre les grands groupes et les PME et les start-up, où on dit qu'il y en a certains qui créent des emplois qui n'en créent pas. D'abord, les statistiques ne sont jamais fiables sur ce sujet-là, mais surtout, la réalité, c'est que toutes les start-up qui se créent en France, elles ont pour clients les grandes entreprises ou les entreprises de taille moyenne. Ce sont nous qui portons l'innovation et qui la portons en associant à nos projets. Nous, par exemple, on développe des nouveaux produits dans le domaine médical ou dans le domaine de l'énergie, et on les fait en partenariat avec des PME ou même des start-up ou des innovations qu'on va chercher ailleurs, parce que nous, on est un agrégateur de technologies, mais sans nous, si nous n'étions pas en France pour porter ces projets-là, ces entreprises-là ne pourraient pas les développer. Donc, je
trouve que c'est toujours très simplificateur de classifier les entreprises. On est tous des entrepreneurs en réalité. Et on est tous des entrepreneurs qui apprenons en marchant dans un monde aujourd'hui qui offre un potentiel technologique qui est absolument immense et sur lequel on est tous encore des enfants. Et encore, nos enfants sont plus doués que nous pour le comprendre. Je voudrais insister sur un point qui n'a pas été dit parce que je pense que c'est extrêmement important de le dire. Aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a connu il y a 10 ans, on a un potentiel, chaque individu, chaque personne ici dans la salle, a un potentiel de création qui n'existait pas il y a 10 ans. Quand il y a 10 ans, enfin, quand j'étais, pas il y a 10 ans, mais quand j'étais jeune, quand je voulais apprendre, il fallait que j'aille à la bibliothèque, il fallait que j'achète des livres. Aujourd'hui, on a accès à la connaissance, on peut faire des films, on peut, avec un iPhone, on peut avoir accès, avec l'imprimante 3D, à des logiciels qui vous permettent de fabriquer, de concevoir, etc. Et donc aujourd'hui, nous sommes tous, chacun ici individuellement dans cette salle, avec un potentiel de créativité, d'invention, de croissance qui est beaucoup plus fort que ce que nous étions il y a 10 ans. Et la jeune génération, aujourd'hui, en a parfaitement conscience. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle nous regarde débattre avec des yeux un peu ébahis, parce que cette jeune génération, elle est rentrée dans un autre monde. Hein. Elle navigue à l'international, elle communique avec partout dans le monde, et elle crée sa propre croissance, ce qui est assez fascinant aujourd'hui quand vous regardez la jeune génération qui a moins de 30 ans, ce sont les jeunes qui embauchent les jeunes. Hein. Jean-Marc Daniel, un mot sur l'éducation. Oui, sur l'éducation, juste sur l'industrie, il est évident que l'emploi industriel baisse un peu partout dans le monde, y compris dans le monde. Hein. On est dans une phase où l'emploi industriel est en train de stagner en ce moment, parce qu'il y a des gains de productivité énormes. Et sur le plan de l'industrie... Alors, c'est pas ce que disent les économistes. Alors, les économistes disent que la productivité baisse. Donc, Non, mais la productivité de l'industrie augmente. Et la productivité de l'industrie augmente dans les pays qui sont en phase de rattrapage par rapport à la frontière technologique américaine. Mais vous prenez une industrie automobile américaine maintenant, il n'y a plus d'ouvriers. Donc, vous prenez la production industrielle du Royaume-Uni va dépasser celle de la France, et la production automobile du Royaume-Uni va dépasser celle de la France, et avec 3 fois moins d'employés dans le secteur automobile au Royaume-Uni. Avec le premier producteur d'automobile au Royaume-Uni étant une entreprise française, puisque c'est Nissan. Donc, vous avez des gains de productivité dans l'industrie, mais il y a un problème, effectivement, de gains de productivité dans tous ces secteurs qui sont maintenant impactés par Internet, donc la santé et l'éducation. Et donc, 2 remarques par rapport à ça. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles on ne peut pas avoir tous ces gains de productivité, indépendamment de l'histoire du paradoxe de Solow, c'est-à-dire les ordinateurs, on les voit dans les bureaux, on ne les voit pas dans les statistiques, c'est que comme tous les mouvements de modernisation et tous les mouvements d'introduction de nouvelles technologies, en face, vous avez des ludites, vous avez des gens qui cassent les machines. Et donc, vous avez des gens qui vont vous expliquer qu'il ne faut pas faire ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui refusent la destruction du tissu d'enseignement par les cours en ligne, qui refusent en disant on a besoin toujours des professeurs. Vous avez des gens qui refusent, madame, que vous vous occupiez de la sécurité sociale en disant on a besoin du président de la caisse primaire d'assurance maladie. J'ai du mal à en être convaincu, ne serait-ce que parce que personne ne sait qui sont ces gens-là. Mais on a donc un mécanisme dans lequel la diffusion de l'efficacité des nouvelles technologies va se heurter à des mouvements ludites. Et ces mouvements ludites sont des mouvements qui concernent maintenant des populations qui sont plus de la même nature que les populations qui avaient été concernées précédemment, notamment les populations, encore une fois, les populations industrielles. Une autre remarque que je ferai sur effectivement la créativité et tout ça, je pense effectivement qu'un des enjeux, c'est la capacité à utiliser cette créativité à faire des gains de productivité. Je ne veux pas faire dans la polémique ni dans la saillie facile, mais donc je suis plus âgé que vous encore, donc moi j'ai connu André Malraux, ministre de la Culture. Et André Malraux, les livres, il les écrivait. Maintenant, il y a de la créativité, et le ministre de la Culture, les livres, elle ne les lit même pas. Ça, c'était petit. Je sais pas comment rebondir sur. Voilà, on peut appeler Fleur Pellerin puis on va lui poser des questions.
Clara Guémard, dans tout ça, alors on a compris, il y a ceux qui vont détenir la donnée, mais l'avenir, il appartient plutôt justement à des grands groupes qui vont avoir, qui vont avoir le pouvoir de ces données, qui vont avoir, on les voit se dessiner. On parlait des GAFA tout à l'heure dans le monde du numérique, mais dans d'autres domaines, on les voit. Ou est-ce qu'on va, si on a des petites entreprises plus agiles, avec des méthodes plus lean, est-ce que l'avenir est aussi à ces petites entreprises? Comment vous le percevez? Bien sûr, l'avenir aujourd'hui est à l'entrepreneur et au créateur. Et il ne faut pas se tromper, on quitte un monde, c'est ce que je disais tout à l'heure, on quitte un monde un peu fordien où le one size fits all, il faut produire le même produit partout dans le monde, etc., à un monde qui devient de plus en plus, la globalisation rend de plus en plus local, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, par exemple pour la santé, le fait qu'on va pouvoir décoder l'ADN de chaque individu, aujourd'hui ça coûte $1000, dans quelques temps ça coûtera un demi-dollar de décoder l'ADN de chaque individu. Ça veut dire que par exemple quand on va vous soigner d'un cancer, on ne va pas vous soigner avec un protocole sur un cancer du côlon ou un cancer du sein, on va vous soigner avec un protocole qui correspond à votre patrimoine, à votre patrimoine génétique. Et donc on rentre dans une individualisation, si je puis dire, et une localisation du développement technologique, et cette création se fait par l'entrepreneur. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez pourquoi il y a une appétence pour l'entrepreneuriat en France? D'abord parce que c'est devenu possible, ce qui prouve bien que quand on rend les choses possibles en France, quand on libère en France, l'esprit français, le génie français en saisit l'opportunité et l'occasion. Mais c'est aussi parce que c'est cette agilité et la possibilité derrière son ordinateur de fabriquer les algorithmes qui vont permettre de construire une solution, une application iPhone, une application qui va s'emboîter dans une utilisation d'une machine qui accélère la créativité. Donc oui, bien sûr, non seulement le monde de demain est un monde d'entrepreneurs et un monde de créateurs. Les grands ensembles, bien sûr, en fait, c'est toujours la même chose. C'est comme si on dit que on dit que l'image va tuer la lecture, etc. Les deux cohabitent. Les grandes entreprises comme les nôtres, elles sont indispensables, notamment pour les grandes technologies comme les moteurs d'avion, l'énergie, la santé, etc. Ce sont des entreprises qui sont structurantes pour la technologie, pour l'innovation. Mais elles s'appuient, et de plus en plus le monde d'aujourd'hui va être développé par des entrepreneurs qui peuvent, derrière leur ordinateur, inventer les applications qu'ils peuvent pour, Jérémy Rifkin a raison, pour un moindre coût. Il y a 20 ans, quand on voulait créer une entreprise, même si c'était pas simplement des questions de régulation, ça coûtait de l'argent, c'était cher. Aujourd'hui, vous créez une entreprise, vous n'avez pas besoin, enfin en tout cas dans le domaine du digital, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Il y a quand même un élément qu'a dit Jacques Attali sur lequel il faut revenir, c'est que tout le monde, le général de Gaulle disait ça sur l'Europe, le digital, vous croyez que l'Europe, vous croyez que ça me fait sauter comme un cabri. Peut-être aussi, il faut aussi remettre le digital à sa juste place. C'est-à-dire que c'est bien les applications digitales, mais il y a un moment donné, il faut qu'il y ait une machine à laver qui lave, il faut qu'il y ait un frigo qui fasse le froid, il faut qu'il y ait des bâtiments il faut des gens qui construisent des maisons, il faut des objets. Et ces objets-là, cette industrie-là, la construction, ou même des services, c'est-à-dire que vous pouvez construire le meilleur logiciel que vous voulez pour organiser l'entretien du ménage à domicile. Il faut quand même des gens qui viennent faire le ménage à domicile ou qui viennent faire le repassage ou des gens qui viennent conduire les voitures. Donc cette économie réelle, elle est aujourd'hui un peu oubliée parce que tout le monde veut faire du digital, mais voilà, c'est de la réalité de la vie, c'est quand même ça. Hein. Ça change aussi, on parle beaucoup aujourd'hui des réseaux sociaux d'entreprise, du collaboratif et tout ça. Et aujourd'hui, ça change dans les entreprises comme la vôtre. Alors ça, c'est un point très important, c'est que ce que le digital change complètement, enfin l'économie,
l'outil change complètement. C'est d'abord effectivement le travail collaboratif dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas, dans une entreprise comme la nôtre, il n'y a pas un programme de recherche qui se fait dans un seul pays. Hein. Quand on travaille sur une nouvelle génération de mammographes ou une nouvelle génération de smart grid, etc., il y a un bout de la recherche qui est fait aux États-Unis, un bout de la recherche qui est fait en Chine, etc. Mais l'élément le plus important, c'est qu'aujourd'hui, les nouveaux produits ou les nouveaux services, on les co-crée avec le client. C'est-à-dire qu'on n'est plus là en train de se dire qu'est-ce qui va être le mieux, le meilleur rapport qualité-prix, la meilleure technologie pour servir un client. Aujourd'hui, on est complètement emboîté avec le client final pour servir son besoin final, et on construit, on co-construit, on co-invente, que ce soit le service ou que ce soit le produit dont il a besoin. Donc on est aujourd'hui dans une industrialisation du sur-mesure. Jean-Marc Daniel, est-ce qu'aujourd'hui, justement, des entrepreneurs, des dirigeants ont cette maturité dont parle Clara Guémard, voilà, de transformer notre façon de collaborer, de travailler, de se former aussi, de s'éduquer? Oui, non, je crois qu'effectivement, le maître mot, c'est l'entrepreneur, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de grandes armanas, et qui plus est, je pense que pour reprendre les classements que faisait Schumpeter, c'était entre l'entrepreneur, l'imitateur et le gestionnaire, le monde appartient de moins en moins au gestionnaire, au cost-killer, et de plus en plus à l'entrepreneur. Mais ça veut dire trois choses. La première chose, ça veut dire que on va avoir de plus en plus de petites entités. C'est-à-dire là aussi, les rapports entre les individus vont être de moins en moins des rapports hiérarchiques et de plus en plus des rapports de contrat et des rapports marchands. On rejoint le fait que la production du droit et du droit de la concurrence et du droit du contrat va devenir tout aussi importante que le droit du travail. La deuxième chose qui est importante dans ce qui se passe aussi, je pense, c'est que concrètement, encore une fois, il y a des gains de productivité énormes qui se passent à la surface de la planète. Le taux de croissance potentiel de la planète, c'est 3,6% à 4% d'après les derniers calculs de l'OCDE et du FMI. Le problème, c'est que cette croissance, pour l'instant, elle est portée par le rattrapage des pays émergents vis-à-vis des autres pays. Et le véritable enjeu, c'est la capacité des autres pays, justement, à fournir un temps d'avance par rapport à la réalité. Et donc, ce temps d'avance par rapport à la réalité, il ne pourra exister que si les pays ne sont pas fascinés par les pays émergents. C'est-à-dire que si on se met dans l'esprit que, comme on va trouver des débouchés dans les pays émergents qui vont devenir de plus en plus riches, comme on va pouvoir fabriquer des objets pour les vendre aux Chinois et aux Indiens, et donc on n'a pas besoin d'être imaginatif, on va faire perdurer notre modèle en disant de toute façon il y a de la croissance. Encore une fois, les croissances que nous allons connaître sont énormes, mais de façon inertielle. Lorsque vous sortez l'Afrique de sa situation de misère, vous avez de la croissance. Lorsque vous allez sortir le monde andin de sa misère, vous allez avoir de la croissance. De même que vous avez eu de la croissance lorsqu'on a sorti la Chine de sa situation de misère. Et donc, le véritable danger, c'est la tentation de profiter des pays émergents alors que l'on a besoin de cultiver l'entrepreneur chez nous. C'est-à-dire non pas l'institution qui va vendre dans les pays émergents, mais l'entrepreneur qui prépare le monde de demain. Et la troisième remarque que je ferai, c'est que l'entrepreneur et l'innovateur, ce n'est pas exactement le même personnage. C'est-à-dire l'entrepreneur, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui est dans un garage et qui comprend, au fin fond de San Francisco, comment fonctionne un ordinateur. C'est aussi quelqu'un qui va vendre cet ordinateur. C'est-à-dire, vous connaissez tous les 30 Glorieuses, Fourastier, tout ça. C'est des livres qu'on relit. Parce qu'on ne les lit jamais, on les relit, on les a déjà lus, les 30 Glorieuses. Et donc, si vous revenez vers les 30 Glorieuses, la question qui se pose, c'est est-ce que le coiffeur peut être un entrepreneur, sachant qu'il ne sera jamais un innovateur ? Concrètement, il explique que le coiffeur, donc il y a un passage dans Fourastier sur le fait qu'on coupe les cheveux de la même façon au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe, au XXe siècle avec des ciseaux. Mode. Comment ? C'est pas la même mode ? C'est pas de la même mode, mais enfin fondamentalement, oui, exactement. Bon, et justement, l'entrepreneur, c'est celui qui comprend qu'avec des ciseaux, c'est pas la même mode qu'au XVIIIe siècle. Et donc c'est celui qui va inventer un nouveau produit. Et donc Fourastier explique bien que l'enjeu, c'est l'innovateur, mais c'est aussi l'entrepreneur, c'est-à-dire le personnage qui est capable de rebondir dans une situation technologique donnée pour inventer un monde nouveau. Donc effectivement, c'est pas la même mode. On arrive presque au terme de cette conférence. On va prendre une ou deux questions, voilà, pour pas trop dépasser le temps. Donc je ne sais pas si vous avez des questions à l'un de nos invités. Oui, monsieur. Alors toujours pareil. Hein. Question très courte. Allons-y.
rebonsoir. Moi, il y a une autre question que je me posais par rapport au modèle qu'on est en train de construire ce soir. C'est la question de la résilience. Lorsqu'on commence à permettre à l'information de circuler et de délocaliser, lorsqu'on a un phénomène de concentration avec des monopoles qui reviennent finalement à concentrer des communs, et lorsqu'on a une augmentation de l'automatisation, est-ce qu'on n'a pas finalement un risque sur la résilience, comme en permettant par exemple à Amazon de retirer des livres de la bibliothèque de chacun comme bon leur semble, en permettant, si Google arrive à son projet ou sur lequel ils ont commencé à travailler, de fusionner neurones et circuits électroniques, un jour de plus avoir travaillé sans son aide mémoire électronique. Et est-ce qu'aujourd'hui il y a des modèles alternatifs qui prennent en compte cette notion de résilience? Oui, alors pour moi, je ne sais pas ce que vous voulez mettez derrière le mot de résilience, mais pour moi, c'est la résistance à l'adversité, dans la bonne humeur et dans le sourire. Donc, je ne sais pas si c'est ce que. Pardon? D'accord, la résistance aux aléas. Écoutez, je pense que je ne sais pas répondre à votre question sur la question de la résilience. Ce qui est certain, c'est que nous ne formons sans doute pas assez nos jeunes têtes blondes à deux choses. La première, c'est qu'ils vont vivre durablement dans un monde incertain. Donc, comment vivre sereinement dans l'incertitude, et en tirer les opportunités, et surtout à travailler ensemble. On a un modèle d'éducation qui est complètement dépassé par rapport à la réalité du monde, puisqu'on est toujours, y compris dans les grandes écoles, sur le succès individuel, c'est-à-dire le premier de classe, celui qui réussit individuellement, alors qu'aujourd'hui, on ne réussit dans le monde, dans la société actuelle, que lorsqu'on est collaboratif. Et ça, cette pierre angulaire dans l'éducation nationale est quelque chose qui est, à mon sens, absolument dramatique, qu'il faut changer dans l'éducation de nos enfants. Allez, une autre question, Bonjour, question courte, s'il vous plaît. Je m'appelle Christian Renard. Il se trouve que je travaille depuis 5 ans à 100% dans Internet, dans le monde entier. Et je voudrais juste faire un tout petit commentaire. On apprend 100 fois plus vite aujourd'hui. Rapide, je vais aller très vite, ne vous inquiétez pas. Ce qu'a dit Mme Guémard est essentiel. C'est l'apprentissage collectif tout le temps qui fait qu'aujourd'hui, on peut aller 100 fois plus vite, et les Français sont très bons. Je vais faire une comparaison. Le XXe siècle, ça a été la distribution. On dit que le XXIe siècle, ça va être en fait les développeurs, qui vont être la même chose que les distributeurs. Mais là où il y a une formidable opportunité qui n'a pas vraiment été évoquée aujourd'hui, c'est le digital business. Ça n'est pas qu'inventer des ordinateurs dans un garage. Elle existe maintenant, la technologie. Aujourd'hui, on arrive à un moment où il n'y a plus qu'à faire du business avec. Et ce qu'ont fait Google et les autres, et qu'on ne peut pas négliger, c'est qu'ils ont créé un tissu digital où il y a des milliards de gens. Il est ouvert à tout le monde. On peut tous, demain, se mettre ensemble pour créer de la valeur. Et ça se fait. On ne le voit pas, mais ça se fait partout. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Jean-Marc. Oui, non, juste deux remarques par rapport à ça. Je pense effectivement que l'existence du digital, des circuits numériques, fait qu'il y a une activité spontanée qui naît. Je prends assez souvent comme exemple dans mes livres le fait que le Père Noël est pour moi la dernière institution communiste, parce que c'est quelqu'un qui vous impose par l'intermédiaire des cadeaux quelque chose que vous ne voulez pas. C'est-à-dire, votre belle-mère vous achète une cravate démodée et puis elle vous la donne. Et donc autrefois vous subissiez le Père Noël. Maintenant, grâce à Internet, vous revendez votre cravate. Il y a même un marché à terme des cadeaux de Noël. Donc vous pouvez déjà acheter sur le marché du 26 décembre une cravate, mais non seulement du 26 décembre de cette année, mais du 26 décembre 2020. Et puis vous avez un marché au comptant du cadeau, et puis vous avez donc, à partir du moment où vous avez un marché à terme, vous avez des produits dérivés sur ce marché à terme. Donc vous avez tout ce qu'il faut. Bon. Et ça, c'est Internet qui l'a permis. Et donc la deuxième chose que je ferais, c'est par rapport à Google et tout ça, je maintiens effectivement qu'on arrive à un moment, et on rejoint un peu ce que vous disiez, on arrive à un moment où le véritable
véritable enjeu pour l'autorité qui gère la politique économique, c'est que la vraie réponse à nos questions, pour moi, c'est la concurrence. Et donc le véritable enjeu, ça va être de retrouver des règles saines de concurrence, de faire en sorte que les gens qui contrôlent ces systèmes ne soient pas en situation de monopole et ne décident pas effectivement ce que l'on doit lire, ce que l'on doit penser. Mais spontanément, à partir du moment où l'outil existe, les gens s'en servent et les gens s'en servent dans des proportions considérables. Ça, je suis assez d'accord avec vous. Je voulais juste terminer sur deux éléments importants. Le premier qu'on a un tout petit peu effleuré et que Jacques Attali a effleuré, c'est celui de l'éthique. Et je voudrais parler de tous les courants sur le transhumanisme, etc., parce qu'on parle beaucoup de l'Internet des objets, mais les puces qu'on va mettre dans le corps humain, vous avez aujourd'hui beaucoup de... Enfin, le transhumanisme est quand même un mouvement qui prône le fait qu'il y aura une fusion entre l'homme et la machine, on deviendra peut-être immortel, on pourra downloader le cerveau, son propre cerveau pour le mettre sur un nourrisson pour lui donner toute la mémoire qu'on détient, etc. Tout ça, ça paraît aujourd'hui de la science-fiction, mais c'est le fait qu'on va pouvoir mettre des puces dans le corps humain pose une question éthique fondamentale qui est devant nous et qui mérite qu'on s'y attarde. Et puis le dernier élément que je voudrais dire, en tout cas pour notre beau pays que nous aimons tous, c'est que le premier risque face à Internet et cette nouvelle révolution, c'est la peur. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est que quand on écoute, et ça n'a pas été le cas aujourd'hui, donc ça fait plutôt plaisir, mais quand on écoute aujourd'hui ceux qui sont normalement les sachants, ils passent leur temps à nous faire peur en nous expliquant que nous sommes sur le déclin et que nous sommes en retard et que nous sommes en perdition, alors que la réalité, c'est que c'est cette peur qui peut nous entraîner dans ce qu'il nous prévoit. Nous sommes des digital migrantes. Alors. Merci beaucoup, on peut applaudir Clara Guémard et Jean-Marc Daniel.